Quand tu es freelance, la banque te voit souvent comme quelqu'un de risqué, même si tu factures 500 euros, 600 euros ou 700 euros par jour. Un freelance qui gagne 10 000 euros par mois pour se faire refuser un prêt alors qu'un salarié à 2 500 euros en CDI passe sans problème. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les banques évaluent les freelances et surtout comment maximiser tes chances d'obtenir un prêt. Donc comme tu l'as bien compris dans cette vidéo, on va parler de financement bancaire. Quelle que soit la topologie de l'opération, ça peut être une résidence principale, ça peut être un investissement locatif, peu importe, dans les deux cas pour moi, la logique est la même. Donc la première chose sur laquelle je vais parler, c'est pourquoi les banques se méfient des freelances. Donc il y a plusieurs idées clés. La première, c'est que les banques, elles font une gestion du risque. Donc elles veulent au maximum minimiser les risques en vous prêtant 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Le problème avec les freelances, en théorie, c'est qu'on a des revenus réguliers. C'est pas forcément vrai quand on est ingénieur réseau et cybersécurité, quand on est architecte réseau. Je pense que c'est peu fréquent d'avoir des revenus irréguliers dans la mesure où on est capable de trouver et d'anticiper toutes ces prochaines missions avec des clients grands comptes. Donc les revenus irréguliers, oui, ça peut être valable pour une majorité de freelance, mais ça dépend du secteur dans lequel on est. Pour moi, je pense qu'il est assez raisonnable de se dire qu'on peut trouver des missions en continu si on a une démarche proactive et si on est dans une démarche de toujours bien se vendre, de se créer un réseau et donc d'avoir des revenus le plus réguliers possible. Et donc pas d'intermission de 4 mois, 6 mois, 1 an. Ça ne devrait pas exister. D'autre part, quand on est freelance, on est généralement dépendant de un client. Donc on est assigné sur une mission long terme de 6 mois renouvelable. En théorie, on est assigné sur des longs projets qui durent entre 6 mois et 3 ans. Donc oui, on est dépendant que d'un seul client. S'ils n'ont plus le budget ou s'ils doivent faire une coupe nette dans leur budget, c'est vrai qu'ils peuvent arrêter le contrat du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'il y a un risque. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, il faut essayer de diversifier ses sources de revenus en tant que freelance, quelle que soit son activité. Mais c'est vrai que ça peut faire peur aux banques. Et le quatrième point, ça serait que si vous venez de créer votre activité d'indépendant, donc que ce soit en micro-entreprise ou en société, SARL, SAS, SASU, peu importe, il y aura une réticence des banques parce que elle n'aura pas vraiment de background sur est-ce que vous êtes capable de générer X euros de chiffre d'affaires sur les 12 prochains mois. Voilà, elle a besoin d'un peu de visibilité sur ce que vous êtes capable de produire. Donc concrètement, un salarié qui est en CDI, qui gagne entre 2 000 et 3 000 euros par mois, c'est de revenus stables et on va dire que ça offre une très grosse, ça rassure énormément les banques parce qu'un CDI ne peut pas se faire licencier du jour au lendemain. Par contre, pour un freelance, les revenus, certes, peuvent varier fortement. Il y a un mois où on peut gagner 10 000 euros, facturer 10 000 euros par mois. Notre mission s'arrête. On met un peu de temps à trouver la prochaine mission et donc pendant les 3 prochains mois, on va facturer 0 euros. Donc c'est là où ça fait un peu peur aux banques. Du coup, la banque, elle recherche la prévisibilité. Elle veut être rassurée sur le long terme. Maintenant, comment les banques évaluent un freelance? Donc pour moi, il y a plusieurs critères. Le premier, ça va être l'ancienneté. On entend partout qu'il faut avoir 3 ans d'ancienneté, c'est-à-dire présenter 3 bilans d'entreprise aux banques avant qu'elles ne vous financent. C'est sûr que si vous avez entre 2 et 3 ans d'activité, ça va vous simplifier les démarches avec les banques qui auront plus tendance à vous dire oui pour financer vos projets. Mais ce n'est pas forcément nécessaire, j'en suis l'exemple. J'ai réussi à avoir un prêt après environ 6 mois d'activité en micro-entreprise. Donc c'est pas parce que vous venez de commencer, bien sûr, ne demandez pas un prêt au bout de 1 mois d'activité. Attendez quelques mois, entre 6 mois et 12 mois, soyez pas trop impatient. Mais c'est possible d'obtenir un prêt
sous certaines conditions, même si vous n'avez pas 3 bilans à présenter. Ensuite, il y a les revenus moyens. Donc, qu'est-ce que vous allez présenter en termes de revenus aux banques? Est-ce que vous allez leur montrer que vous facturez 10 000 euros par an, 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, 200 000 euros par an? Et ça, est-ce que c'est des revenus qui sont réguliers? En théorie, quand on est freelance, ingénieur réseau et cyber, on a des revenus réguliers, on a des missions longues, donc on devrait être capable de montrer que chaque année, on est capable de facturer 100 000 euros par an. Ça, c'est une bonne preuve pour la banque. Le troisième point qui est essentiel pour moi, c'est que peu importe si on est freelance ou salarié, on doit être capable de montrer à la banque qu'on sait gérer ses finances, qu'on a la capacité à épargner. C'est-à-dire que chaque mois, quand vous percevez votre salaire, est-ce que vous dépensez moins que ce que vous recevez en termes de salaire? Si vous ne savez pas épargner, ça va être compliqué de montrer à la banque que vous êtes un profil sérieux et stable parce que vous présentez beaucoup plus de risques que la moyenne. Donc la logique, c'est vous allez voir la banque, vous faites en sorte d'assainir vos finances, vos dépenses. Vous ne devez pas montrer de dépenses superflues à la banque. Vous devez montrer que vous êtes sérieux et que vous arrivez à épargner une somme raisonnable tous les mois pendant X années. Ça, c'est vraiment clé, et que vous soyez CDI ou freelance. Et je pense qu'après, les banques, en dernier point, elles regardent la stabilité de votre activité. Donc, elle va regarder si vous êtes plutôt dans des missions longues, entre 6 mois et 3 ans. Si vous êtes entre 2 ans et 3 ans, je pense que ça rassure. Si vous êtes sur des missions courtes au forfait, qui sont de l'ordre de quelques semaines, je pense que ce n'est pas idéal. Ensuite, je pense que ce qui joue, c'est dans le secteur dans lequel vous êtes. Moi, je suis ingénieur réseau et cybersécurité. Quand je me présente aux banques, je dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis ingénieur en cybersécurité. » Et donc là, à chaque fois, la personne, elle me dit « Ouh là là, vous devez avoir beaucoup de travail. » Ben oui, c'est vrai. Quand on est en cybersécurité, il y a du travail. Quand on écoute les infos, on entend toujours des arnaques sur X, Y, Z. Donc les banques et globalement toutes les entreprises savent qu'il y a énormément de demandes en cybersécurité et qu'il y aura toujours de la demande dans les années à venir. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure énormément. Si vous êtes ingénieur réseau et que vous faites une partie en cybersécurité, vendez-vous en tant qu'ingénieur cybersécurité parce que ça va rassurer énormément les banques. Ok ? Ensuite, on va penser à l'axe suivant qui est de parler des erreurs classiques des freelances. Donc comme j'ai dit, que vous soyez à la recherche d'un financement pour une RP ou pour un investissement locatif, premier conseil, essayez d'avoir un dossier excellent. Ça veut dire que présentez vos finances personnelles, présentez vos finances d'entreprise qui soient claires, qui soient bien gérées. Déjà, ça va aider. Et ensuite, assurez-vous d'aller voir les banques seulement quand vous avez un projet rentable. Vous avez trouvé votre prochaine résidence principale, présentez-leur le projet de A à Z et surtout, montrez-leur que potentiellement tous les travaux que vous allez réaliser dans votre résidence principale, ça va augmenter la valeur de votre bien. Et donc, si jamais vous étiez dans une situation difficile, si vous deviez revendre votre bien dans les 6 mois, 1 an, 3 ans, vous allez faire une plus-value et donc ça va rassurer la banque. Essayez de montrer que vous apportez de la valeur au bien que vous achetez pour rassurer les banques, tout simplement. Essayez de montrer, si vous ne faites pas de travaux, que vous achetez un bien en dessous du prix du marché. Si par exemple le prix du marché d'une maison de 100 mètres carrés, je dis ça au hasard, c'est 200 000 euros et que vous l'achetez 150 000, que vous faites 20 000 euros de travaux, vous allez pouvoir dégager une plus-value si vous devez revendre en urgence. Donc ça, c'est un paramètre essentiel que la banque elle va regarder. Il faut que vous créiez de la valeur. Et je pense que la deuxième erreur que la plupart des gens font, c'est de demander un prêt au mauvais moment. Quand on cherche à faire un projet RP ou investissement locatif, on va se dire, ok, combien je peux emprunter à la banque
Et donc, typiquement, vous allez aller voir votre banque dans laquelle vous avez vos comptes perso. Vous allez dire bonjour monsieur le banquier. J'ai envie de faire un projet d'investissement locatif. Combien je peux emprunter? Et donc là, il va vous dire, c'est quoi votre projet? Ah, j'ai pas de projet encore. Et donc là, en fait, vous lui faites juste perdre du temps et vous également. Donc, n'allez pas demander combien vous pouvez emprunter. Trouvez un projet RP, investissement locatif rentable. Si on parle d'investissement locatif, ça va dépendre des zones, mais on va dire qu'il faut au moins viser un cash flow neutre. Donc, toutes les rentrées d'argent que vous allez faire, moins toutes les charges, impôts inclus, on doit arriver à zéro. Donc, il faut que vous montriez que le projet est rentable. Ça veut dire atteindre une rentabilité de 8 à 10% en investissement locatif pour atteindre un cash flow neutre. Et c'est là où vous allez rassurer votre banquier. Et là, vous présentez un projet entier, un dossier complet. Et là, il va pouvoir instruire le dossier et vous dire, OK, vous avez un projet intéressant. On peut peut-être revoir tel ou tel point, mais je suis enclin à aller défendre votre projet devant ma direction et on peut avancer. OK ? Donc ça, c'était les 2 erreurs classiques que je pense que tout le monde fait et ça touche pas que les freelances, ça peut être tout le monde en CDI. Donc, prochaine étape, comment augmenter ses chances d'obtenir un prêt? Plusieurs points. Je l'ai déjà dit auparavant, si vous avez un bilan à présenter de 2 ou 3 ans, c'est idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut juste que vous montriez que vous ayez un projet rentable et que vous soyez sérieux dans vos finances. Deuxième point, c'est d'avoir de la trésorerie. Il faut que, quel que soit le projet que vous ayez, si tout tourne mal, si vous vous faites licencier, si vous avez le toit à refaire de votre maison, etc., vous devez montrer que vous avez de l'épargne de précaution. Donc typiquement, livret A, qui rapporte rien, mais qui est juste utile pour faire une épargne de précaution. Et donc là, suivant votre degré de risque, ce qui vous empêchera de dormir ou non, c'est d'avoir entre 6 mois et 12 mois d'épargne de précaution. Donc disons que vous êtes célibataire, que vous gagnez 2000 € par mois. Est-ce que ça vous rassurera d'avoir plutôt 6 fois 2000 € ou 12 fois 2000 € d'épargne de précaution sur votre compte en banque pour bien dormir? Ça, c'est propre à chacun. Ensuite, ce qui va augmenter ses chances d'obtenir un prêt, c'est d'avoir un apport. Je pense qu'actuellement, avec des taux qui sont plus normaux que d'habitude, on n'est plus dans la période Covid, on a des taux d'emprunt autour de 3%, on va dire entre 3 et 3,5% à l'heure où je parle. Il faut que vous montriez à la banque que vous avez réussi à construire un apport, que vous avez réussi à épargner. Donc typiquement, si vous êtes capable de montrer que vous avez 20% d'apport à apporter au projet, même si vous ne les mettez pas dans le dossier final, vous montrez à la banque que vous avez un peu d'argent en plus que votre épargne de précaution pour aller financer telle ou telle dépense dans l'urgence. Donc ça, c'est quelque chose qui va rassurer les banques aussi. Le 4e point pour moi, c'est de ne pas passer par un courtier. Ça peut être contre-intuitif, tout le monde va te dire ok, passe par un courtier, il va tout te faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux construire son projet soi-même. Déjà, vous allez économiser un peu de marge. Et en plus, c'est vous qui allez connaître votre projet de résidence principale ou d'investissement locatif par cœur. Donc, vous allez pouvoir le défendre beaucoup mieux qu'un courtier et tu pourras jouer sur l'aspect émotionnel pour convaincre le banquier. Donc, ne passe jamais par un courtier. Point suivant, montre de la stabilité, montre que tu es dans des missions longues, que tu arrives à générer des revenus réguliers, que tu n'as pas trop d'intercontrats, et ça jouera en ta faveur. Et le dernier conseil que je peux donner, ça c'est valable pour tout le monde, présente ton dossier d'emprunt en une fois avec tous les documents qui sont clairs et bien nommés. Donc tu viens toquer à la banque Crédit Agricole ou à la Caixa ou au Crédit Mutuel, peu importe. Tu arrives avec ton dossier ou tu leur envoies un dossier avec WeTransfer ou toute autre méthode. Il faut que tout soit clair, net et précis, que tous tes noms de documents soient bien nommés et que le banquier, en fait, il n'ait pas à galérer pendant 3 heures pour aller chercher tel ou tel document.
Le truc, c'est que le chargé d'affaires qui va étudier ton dossier de financement, il n'a pas que le tien, il en a 30 autres en parallèle. Il a aussi d'autres problèmes dans sa vie, donc il veut que ça aille vite. Et si tu veux l'aider au maximum, en fait, il faut lui mâcher tout le travail. Comme ça va l'aider à instruire le dossier vite. Il sera beaucoup plus enclin à aller le défendre auprès de sa direction. Et au moins, il sait que s'il doit travailler avec toi, ça sera clair, net et précis et rapide. Il ne va pas galérer avec toi à chaque petite demande de document. Okay, donc, il faut vraiment être très, très carré dans ça. Si je peux parler d'un exemple concret, je vais parler pour ma part. Est-ce que c'est possible d'avoir un emprunt quand on vient de débuter en freelance? Oui, je suis le meilleur exemple. À peu près après 6 mois d'activité, donc on a demandé un prêt pour un investissement locatif. C'était un projet, on va dire petit projet entre parenthèses. Donc là, c'était pour rénover une maison de ville. On a pu emprunter 110 000 euros auprès de la banque. Et typiquement, c'était Crédit Agricole, donc très bonne banque. Et moi, j'avais que 6 mois d'activité derrière moi, donc pas beaucoup d'historique. Mais en contrepartie, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer le jeu à fond. C'est-à-dire que si vous trouvez une banque qui vous prête, c'est l'essentiel. Donc jouez le jeu et en retour, allez mettre vos comptes bancaires chez eux. Allez peut-être prendre tel ou tel contrat voiture, telle assurance, pour que eux aussi, ils puissent gagner de leur côté. Le but, c'est de lever de la dette, c'est de faire le plus d'emprunts possible, si vous voulez augmenter votre patrimoine en tout cas. Donc il faut que ça soit donnant-donnant et que vous voyez ça sur une collaboration long terme. Okay, l'important, c'est de trouver une banque qui vous accompagne sur vos projets et idéalement vous accompagne sur plusieurs projets. Okay, pour conclure cette vidéo, c'est possible d'avoir un prêt. Si on n'a pas 3 ans de bilan, j'en suis la preuve. Préparez votre dossier à fond. Préparez un dossier béton. Comprenez qu'il faut que vous rassuriez la banque au maximum. Montrez que vous avez une situation stable, même si vous êtes indépendant, et que vous êtes sérieux dans vos démarches d'achat de résidence principale, d'investissement locatif ou autre investissement où vous nécessitez un emprunt. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!